vous présente mon ami Éric Anceau, qui est le vice-président du comité d'histoire parlementaire et politique, dont je suis le président, et qui est un enfin pas si vieux, mais un ancien ami, qui enseigne à l'université Paris-Sorbonne, qui est l'un des grands spécialistes français du Second Empire, notamment, et du premier 19e siècle, et qui a co-dirigé une grande enquête sur les 48 arts, les parlementaires et les acteurs politiques de 1848, de la Seconde République, et qui va aujourd'hui nous parler de cette enquête sous la forme d'une interrogation. Qu'est-ce qu'un parlementaire 48 arts? Je lui laisse la parole en te remerciant, Éric, d'être là. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Jean. Bonjour à tous. Effectivement, alors, qu'est-ce qu'un parlementaire 48 arts? Je vais esquisser devant vous le portrait, si tant est que ça soit possible, du 48 arts. Cette question n'est pas facile. Pendant très longtemps, en effet, les 48 arts n'ont pas intéressé. Dans son 18 Brumaire de Louis Bonaparte, écrit à propos du coup d'État du 2 décembre 1851 et de ses causes, Karl Marx n'est pas tendre pour ces 48 arts. Je le cite. Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, 2 fois. Il a oublié d'ajouter, poursuit Karl Marx, la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour Robespierre, la montagne de 1848 pour la montagne de 1793. S'ajoute le fait que ces hommes, dont beaucoup sont entrés dans l'histoire pour en sortir peu après, ont laissé très peu de traces aux historiens. On se contente le plus souvent de lieux communs sur eux et de passer d'une vision excessive à une autre par effet de balancier. Dans le volume de l'histoire de France de Lavis, en 1921, qu'il consacre à la Deuxième République et au Second Empire, Charles Seignobos voit une entrée en force des républicains modérés dans cette Assemblée nationale constituante. Ils estiment qu'ils sont environ 500 sur 880. Louis Girard, grand historien de la Deuxième République et du Second Empire, va dans son sens encore en 1968. Mais au même moment, à l'opposé, des historiens américains se lancent dans un révisionnisme complet. George W. Fasel, dans sa thèse soutenue à l'université de Stanford en 1965, puis dans un grand article dans French Historical Studies en 1968, et de façon encore beaucoup plus radicale, un autre historien américain, Frédéric de Luna, dans une étude intitulée The French Republic under Cavaignac, qui a paru à Princeton en 1969, voit au contraire, dans la victoire des républicains du lendemain, c'est ainsi qu'on appelle les ralliés plus ou moins convaincus à l'ordre nouveau, mais sans doute même les hommes des anciens partis, c'est-à-dire les orléanistes et les légitimistes, le grand fait, en fait, de cette élection de l'Assemblée nationale constituante. En 1985, à la lumière de ces travaux, Louis Girard lui-même modifie son jugement initial. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ces études sont peu convaincantes en raison de la méthodologie utilisée et de la façon différente, la vision différente que donnent certaines grandes thèses régionales qui ont été soutenues depuis les années 1960. Maurice Agulon n'a cessé, grand historien de la Deuxième République, de déplorer la vision impressionniste que nous avons de ces 48 arts, en particulier dans un ouvrage de texte qu'il leur a consacré en 1975. Alors que nos collègues allemands nous ouvraient la voie avec un monumental dictionnaire des parlementaires de Francfort, qui a paru en 1996, il convenait de réagir, de rassembler et de compléter les pièces éparses du puzzle pour en proposer enfin une synthèse. Voilà pourquoi, Jean l'a rappelé à l'instant en me présentant, le Centre d'histoire du XIXe siècle des universités Paris 1 et Paris 4, fort d'une grande tradition prosopographique de plus de 40 ans, a décidé, voilà 15 ans, de lancer un grand projet d'enquête sur le personnel politique de 1848. Ce corpus réunit, en allant du pouvoir central vers la périphérie, les membres du gouvernement. Ils sont peu nombreux, les membres du gouvernement. Ce n'est pas les gouvernements pléthoriques d'aujourd'hui. C'est 11 membres du gouvernement en février 1848 et un tout petit peu plus à la fin de l'année, une quinzaine. Les directeurs des grands services de l'État et des cabinets ministériels, les conseillers d'État, les constituants, on va y revenir, les commissaires et sous-commissaires du gouvernement, préfets et sous-préfets, les procureurs généraux, les évêques, les présidents des conseils généraux et les maires des 50 plus grandes villes de France. Alors le cadre chronologique est court, il s'étend de la Révolution de février 1848, qui renverse la monarchie de Louis-Philippe, pour instaurer un pouvoir républicain, jusqu'à l'élection présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte, le 10 décembre 1848, qui introduit une rupture, puisque sitôt élu, le président épure
tout le personnel républicain qui était en fonction jusque-là. L'enquête a été lancée à la rentrée universitaire 2002-2003 et dans un courrier du 30 décembre 2002 que j'ai retrouvé pour ce colloque, Maurice Agulon nous écrivait « Il faut continuer notre prosopographie, d'abord parce que c'est déjà une tradition et une spécialité pour nos deux universités liées par le centre, et aussi pour éviter que la politique du 19e siècle, comme celle du 20e siècle, ne devienne la chasse gardée des sociologues et des politologues. » Pardon pour ceux qui seraient dans cette salle. Dans le même courrier, il ajoutait « Vous avez 1000 fois raison de consacrer la prochaine enquête de notre centre aux 48 arts. Il mérite vraiment d'être tiré de l'oubli. Comptez sur moi pour patronner votre enquête, elle est indispensable. » Et de fait, Maurice Agulon a été très présent jusqu'à sa mort dans tout le processus d'élaboration initiale de l'enquête, comme Pierre Lévesque et un certain nombre d'autres spécialistes. Au total, 103, dont le président du CHPP à mes côtés, ont participé à cette enquête, mais on trouve également des collègues du secondaire, des conservateurs de la BNF, des archives nationales, des archives départementales, des fonctionnaires territoriaux, un grand éditeur. L'an prochain, nous allons publier, après 16 ans de travail, le dictionnaire des 48 arts, au PUPS, sous la forme d'un gros volume d'environ 2200 pages. Le Centre d'histoire du XIXe siècle et le LABEX, Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, organiseront un colloque international sur les acteurs européens du Printemps des peuples, début juin 2018, en partenariat avec le CHPP que dirige Jean, le Conseil d'État, la Société de 1848, l'Institut historique allemand de Paris, l'Institut européen d'histoire de Mayence et le Centre interuniversitaire de Padoue. Au cours de ce colloque, le corpus des 48 arts sera confronté à d'autres corpus d'acteurs, allemands, italiens, espagnols, hongrois, roumains, belges. Et je profite de cette tribune du congrès du CIHE qui m'est offerte aujourd'hui pour inviter celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent à nous soumettre, sans tarder d'ailleurs, des propositions de communication. Alors les membres de l'Assemblée nationale constituante, les constituants comme on les appelait à l'époque, forment le noyau dur de cette enquête que nous menons depuis 15 ans. Et je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour terminer ce préambule, vous dire un petit peu comment on va procéder. Alors tout d'abord, je voudrais vous expliquer pourquoi ces constituants sont si importants en 1848. Dans un deuxième temps, je voudrais vous dresser le portrait de groupe de ces hommes que je vous présenterai en deux temps. Dans un premier temps, un portrait au moment de l'élection, en quelque sorte un instantané, une photographie de groupe, avant de mettre ce portrait en mouvement, en d'autres termes, de vous proposer pour conclure, mais je vous rassure très rapidement, une réflexion autour de l'action de ces hommes et de leur devenir. Premier temps donc, pourquoi les constituants sont-ils si importants ? La constituante qui doit être élue au printemps 1848 est capitale dans la nouvelle architecture politique de la France pour trois raisons. D'abord, la République, qui est née d'une révolution faite par la capitale, a besoin d'être juridiquement légitimée vis-à-vis de la province d'une part et de l'étranger d'autre part. Il s'agit de créer un État de droit. Et cela ne va pas de soi, puisque, bien évidemment, nous avons l'image de la Troisième République, mais au moment où nous nous situons, il faut recontextualiser tout ça, les républicains sont bien davantage habitués aux coups d'État, on pense à ceux du Directoire, et aux sociétés secrètes et aux conspirations, on pense à celles de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Ils sont donc en quête de légitimité. Et les têtes pensantes du parti, mais aussi des philosophes, des professeurs de droit de sensibilité républicaine, commencent à s'intéresser à cette question. On pense par exemple à Renouvier, mais il y en a d'autres. Secondo, les élections législatives du 13 avril ont lieu pour la première fois au suffrage universel masculin direct, hors l'épisode de la Convention nationale de 1792, mais qui relève d'un contexte politique et militaire très particulier. Ces élections donnent lieu à une intense campagne de quelques semaines, inédite alors en France par son ampleur, et avec à la clé des meetings qui rappellent les meetings qui ont déjà lieu dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis, depuis une vingtaine d'années à ce moment-là. Enfin, tertio, il s'agit d'élire une constituante qui, comme son nom l'indique, sera chargée de préparer et de voter le texte constitutionnel en définissant les grands principes républicains, les nouvelles institutions et les rapports qu'elles entretiendront les unes avec les autres. Un décret du gouvernement provisoire du 7 mars 1848 indique que, je cite, « le nombre des représentants du peuple sera de 900, y compris l'Algérie et les colonies françaises. C'est une grande innovation par rapport aux monarchies censitaires et le retour à la pratique de la Grande Révolution qui élisait des représentants pour les colonies. La métropole reçoit en fait 884 représentants, l'Algérie et les colonies 16. Un autre article de ce même décret précise que sont éligibles tous les Français, je dis bien tous les Français,
âgés de 25 ans et non privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques. Il n'y a donc, vous le voyez, aucune condition de sens qui est posée, aucune figure politique des régimes déchus n'est a priori exclue, hors cas réservé des membres des familles régnantes. Le ministre de l'Intérieur, Ledru-Rollin, décide de préparer soigneusement les élections législatives, car le pays à l'époque n'est pas républicain dans ses profondeurs, même si, pour la forme, beaucoup des dirigeants se sont ralliés au nouveau régime, les uns par conviction, les autres par opportunisme, par dépit ou par peur. Mais la France d'alors est essentiellement rurale. Les paysans vont décider du sort ou de l'échec électoral et du sort ou de l'échec de la très jeune République. Voilà pourquoi ces ruraux qui n'ont pas été habitués jusque-là à voter, ils n'ont voté que dans le cadre des élections municipales sous la monarchie de Juillet, vont avoir besoin d'être encadrés. Et Ledru-Rollin va démettre un certain nombre de commissaires généraux, c'est-à-dire les préfets en fait, qu'il juge trop mous, qui ne veulent pas aller dans son sens, pour les remplacer par des durs, et en particulier 24 commissaires généraux, de manière à mener une campagne très active. Cela ne suffit pas aux yeux de l'extrême gauche. Des mots d'ordre pour repousser la date des élections, qui ont été prévus à une date très rapprochée de ce décret, le 9 avril, c'est-à-dire un mois pile après, partent des clubs et des journaux les plus avancés de la capitale. Et une journée, entendez par là une manifestation armée pour faire pression sur le gouvernement, est organisée le 17 mars. Elle va obtenir le report des élections de 15 jours, du 9 au 23 avril. Les clubs avancés ne sont pas encore satisfaits, ils organisent une deuxième journée, mais là, le gouvernement provisoire met le holà, et finalement, ces élections vont avoir lieu, vous le savez sans doute, le dimanche de Pâques, 23 avril 1848. En fait, compte tenu des élections multiples, Lamartine, par exemple, qui à l'époque est encore populaire, est élu dans 9 départements, compte tenu aussi des démissions et des décès, ce sont 924 hommes qui ont été élus entre le 23 avril 1848 et la mi-février 1849, avec, outre le dimanche de Pâques 23 avril 1948, le moment des élections législatives générales, principalement 2 autres vagues d'élections, des complémentaires le 4 juin, et c'est là que Louis-Napoléon Bonaparte sera élu pour la première fois, et une deuxième vague de complémentaires à la mi-septembre 1848. Alors ce sont maintenant ces 924 hommes dont il faut essayer de faire un portrait de groupe que je vais donc mener rapidement en 2 temps. Et tout d'abord, premier temps, quel portrait de groupe peut-on esquisser au moment précis de l'élection ? En 1863, soit 15 ans après les faits, Guizot, qui a été avec Louis-Philippe la grande victime de la Révolution de février 1848, note dans l'introduction de ses volumes de discours qu'il fait paraître à ce moment-là, je le cite, « 3 générations, 1789, 1814, 1848, ont possédé politiquement la France du début du XIXe siècle et ont fait ses destinées. Mais cette génération de 1848 existe-t-elle réellement ? Et si oui, comment peut-on la caractériser ? Quand les parlementaires de 1848, tout d'abord, sont-ils nés ? Et par quels événements marquants ont-ils été construits ? Eh bien, notre enquête permet de répondre à ces questions. Près de la moitié des constituants ont entre 40 et 50 ans et sont donc nés sous le Directoire et le Consulat et les tout débuts de l'Empire, les 2 premières années de l'Empire. Un peu plus du quart est plus âgé que ce groupe, un peu moins du quart est plus jeune. Le constituant le plus représentatif est donc né avec le siècle, comme Victor Hugo, et est arrivé à l'âge d'homme en même temps qu'un Delacroix, qu'un Vigny, qu'un Musset. Il appartient donc à la génération romantique. Le phénomène est important car nous avons bien affaire à une culture générationnelle et en particulier à une culture politique commune. 1830 a été un événement marquant pour la plupart de ces hommes. Un grand nombre d'entre eux s'est retrouvé sur les barricades des Trois Glorieuses ou a été confronté dans sa vie professionnelle au choix de prêter ou non serment au nouveau régime, la monarchie de Juillet. Ce phénomène a cristallisé leur appartenance générationnelle. Si l'on veut quelques éléments de comparaison synchronique et diachronique, on peut dire que la Constituante est plus jeune que la Chambre des communes britannique du même moment, 1848, que la Chambre des députés de la fin de la monarchie de Juillet et que le corps législatif du Second Empire. Le phénomène s'inscrit dans le rajeunissement qu'occasionnent le plus souvent les grands bouleversements politiques. On pense aujourd'hui à l'Assemblée nationale à majorité macronienne par rapport à ses devancières de 2007 et de 2012. Je pense que notre président ne me démentira pas tout à l'heure. Mais surtout à l'extrême jeunesse de la Constituante de novembre 1946,
avec 35% de moins de 40 ans, en raison de l'effondrement de la France politique en 1940, de la collaboration d'une grande partie de ses élites, remplacée par une jeunesse résistante. Alors nous n'en sommes cependant pas là en 1848, car il y a là tout un groupe de républicains qui ont été frustrés du pouvoir en 1830 et qui ont donc dû attendre 18 ans avant d'entrer au Parlement. Que peut-on dire de l'appartenance sociale de ces constituants ? Au moment de la constitution des listes républicaines destinées à être soumises aux élections, je vous rappelle qu'on est au scrutin de liste, c'est la nouveauté en 1848, le grand journal du parti qui s'appelle Le National s'insurge dans un numéro, le numéro du 15 mars 48, contre une représentation de classe que veulent les ouvriers, beaucoup d'entre eux voulant être représentés ès-qualité. Alors je cite assez longuement ce texte, il le mérite. Que parle-t-on encore de classe en 1848 ? Il n'y a plus de classe. Riches ou pauvres, ignorants ou lettrés, oisifs ou travailleurs, nous sommes tous citoyens au même degré, tous gardes nationaux, tous électeurs, tous éligibles. Et il n'y a plus entre nous d'autres distinctions que celles qui résultent de la probité, des lumières, du dévouement et des services rendus. Ce serait donc méconnaître l'esprit de l'époque où nous entrons. Ce serait faire un véritable anachronisme. Ce serait violer le principe d'égalité civile et politique qui doit, à l'avenir, dominer l'ordre social, que de se préoccuper aux prochaines élections de la fortune ou de la profession des candidats. Et le jour même des élections, le 23 avril 1848, Le National, donc le grand journal des républicains modérés et bourgeois, consacre son éditorial au sujet. C'est dire l'importance qu'il lui accorde. Et voilà ce qu'il dit, Le National. Il semble qu'on ait eu pour objet de faire entrer à l'Assemblée un représentant de chaque corps d'État. Cela tend à rien moins qu'à faire revivre les corporations que notre Révolution a pourtant abolies. C'est là une tendance funeste, car elle est rétrograde et contre-révolutionnaire. De fait, les listes républicaines comportent assez systématiquement des membres des couches populaires, qu'il s'agisse d'ouvriers, d'artisans, voire de paysans. Cependant, vous vous en doutez, ceux-ci ont été rejetés par les républicains bourgeois en fin de liste. De ce fait, force est de constater que socialement et professionnellement parlant, l'Assemblée de 1848 ne marque pas une révolution complète. Les différences sont naturellement très sensibles par rapport aux monarchies censitaires, composées exclusivement de notables, mais les similitudes sont grandes avec les assemblées bourgeoises de la Révolution. On trouve bien là des petits bourgeois qui annoncent avec un quart de siècle d'avance les nouvelles couches de Gambetta. Ce sont, comme le souligne Maïté Bouissy, les nouveaux moussus de la société qu'évoque Jasmin, le poète coiffeur d'Agen, dans son poème « Ville et campagne » de 1849. Mais la rupture n'est pas aussi brutale que la majeure partie de l'historiographie l'a prétendu jusque-là. Les 2/3 des constituants auraient eu le sens requis, je dis bien les 2/3, auraient eu le sens requis pour être députés sous Louis-Philippe. L'étude du milieu professionnel est également intéressante. La composition professionnelle de la constituante s'explique par plusieurs phénomènes. La part des propriétaires fonciers et des rentiers se tasse nettement. Ils ne sont qu'une centaine sur 924. Le fonctionnariat disparaît presque totalement par rapport à la monarchie de Juillet, à la seule exception des professeurs, à cela 2 exceptions. La Révolution s'est faite en grande partie sur la thématique de la réforme parlementaire, c'est-à-dire sur la dénonciation du modèle du député fonctionnaire, le député Godillot avant la lettre, magistralement décrit par Julien Laferrière. Et deuxième point, les républicains qui arrivent en masse aux fonctions dirigeantes et les légitimistes, qui sont élus aussi en grand nombre, ont été exclus, comme je vous le disais tout à l'heure, de quasi toute fonction entre 1830 et 1848 par refus de serment. Les officiers et les anciens officiers se maintiennent, ils sont à peu près une centaine sur 924. Ils comptent en effet dans leur rang de nombreux républicains. L'entrée massive de ces républicains au Parlement marque le retour en force, par contre, des hommes de loi. Ces hommes de loi sont 176, soit plus du 5e des constituants, en particulier parce que ce sont des hommes qui pouvaient se permettre d'être indépendants du pouvoir. Alors, principalement, ce sont des avocats, mais on trouve aussi beaucoup de notaires et des avoués. Les journalistes et les médecins, une cinquantaine chacun, font une belle percée inédite depuis la Grande Révolution. En revanche, phénomène qui avait totalement échappé à l'historiographie jusqu'à notre enquête, on trouve une très forte proportion d'industriels, pour 2 raisons d'ailleurs contradictoires, de grands industriels censitaires de la monarchie de Juillet qui ont très peur de la Révolution et qui veulent contrôler les choses, donc ils se font élire
parce qu'ils ont bien compris que la constituante est le cœur du nouveau pouvoir. Et à l'inverse de tout petits patrons, des entrepreneurs qui, pour certains d'entre eux, n'ont que 3, 4, 5 employés, donc on dirait des artisans avec leurs compagnons, et qui, eux, en fait, n'avaient pas accès aux fonctions électives parlementaires sous la monarchie de Juillet, parce qu'ils n'étaient pas censitaires, et qui font ici une entrée tout à fait spectaculaire. La constituante présente enfin la particularité de compter 15 ecclésiastiques, dont 4 évêques, 4 vicaires généraux, un religieux, l'accordaire. La Révolution de février et le printemps 48, vous le savez, sont imprégnés de religiosité. Alors politiquement parlant, les constituants 48ards ne sont pas non plus sortis de rien, en dépit d'images largement répandues. Certes, les nouveaux parlementaires sont ultra-majoritaires, 734 n'ont jamais siégé au Parlement avant avril 48, c'est-à-dire près des 4/5 de la Chambre, 79,5% pour être précis. Mais, et c'est, je le pense, l'un des grands apports de notre enquête, ces hommes relèvent pour la plupart d'entre eux d'une tradition familiale très ancienne, tradition bleue et libérale. Plusieurs de leurs parents, qu'il s'agisse d'oncles, de grands-parents, de beaux-pères, etc., ont siégé dans les assemblées précédentes, en particulier sous la Révolution, le Consulat et l'Empire. Beaucoup de ces hommes ont participé aux événements de 1830, je vous le disais, et quelques-uns également ont exercé des mandats locaux, cette fois-ci, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement et maires sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Nous avons en fait affaire à une constituante mixte composée de républicains de la veille et de républicains du lendemain, selon les dénominations qui apparaissent alors, avec une pondération entre ces deux groupes qui se situe quelque part entre celle de Seignobos que je vous donnais tout à l'heure et celle de Luna. En outre, on trouve de multiples nuances au sein de ces deux grands groupes. Les républicains du lendemain, donc les pas véritablement républicains, on va dire, comptent ainsi des sincères, comme Tocqueville, qui pense qu'il faut donner ses chances à la République, au nom d'une République démocratique, mais aussi une multitude d'attentistes et même quelques adeptes du double jeu. Et de ce point de vue, l'étude des professions de foi est très intéressante, car elle nous montre des cas de réécriture biographique que nous pouvons confronter au cursus que nous avons reconstitué. Alors, ce sont des cas minoritaires, mais des cas intéressants. Et comme Pierre de Lagorce, le grand historien de la fin du 19e et du début du 20e, l'avait ressenti et avait pu l'écrire avec ironie, ce qui est une réalité, voilà ce qu'il écrit. Comme on comptait autrefois les quartiers de noblesse, on compte aujourd'hui les quartiers de républicanisme. Il se trouve tout à coup un nombre infini de gens qui ont conspiré dans les ventes du temps de la Restauration, qui ont accompagné jusqu'au pied de l'échafaud les 4 sergents de La Rochelle, qui ont fait en 1830 le coup de feu contre la garde royale, qui ont été affiliés aux sociétés secrètes, qui ont fondu des balles en février ou remué les pavés des barricades. Bien évidemment, il n'en est rien de tout cela. En fait, la part des indécis est considérable, la volatilité est très forte, comme du reste, vous le savez, dans toutes les périodes historiques agitées. Parmi les républicains convaincus, 77 ont été commissaires du gouvernement et 35 sous-commissaires à partir de février 1848. Exercer une telle fonction était presque un gage de réussite puisqu'ils figuraient tout en haut des listes républicaines en avril 1848. Parmi les 190 parlementaires des règnes déchus réélus, la majorité vient du centre-gauche orléaniste et plus encore de la gauche dynastique, avec d'ailleurs son chef de l'époque, Odilon Barrot, qui est réélu. Une forte minorité vient aussi du légitimisme. Par contre, les ministériels de Guizot d'août 1846, alors ne sont pas zéro comme on lit dans toutes les histoires précédentes, mais sont de fait très peu nombreux. Nous en avons comptabilisé 3 seulement, et c'est un signe évidemment de la condamnation sans appel de la monarchie de Juillet par l'électorat populaire. Localement, ici, rien de très surprenant. Combien de temps, Président, me reste-t-il ? 7 minutes. Très bien. Donc je vais quand même vous faire état de ce qu'on peut dire localement, même si c'est, encore une fois, ça n'est pas l'un des grands apports de notre enquête, car on le savait principalement, mais c'est intéressant. Les légitimistes catholiques sont surtout victorieux dans l'ouest breton et en Vendée, le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Vendée élisent quasiment uniquement des légitimistes, mais aussi les pays montagneux et pauvres du Massif central, des départements comme le Lot, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, le Gard. La gauche dynastique et le centre-gauche orléaniste sont victorieux dans les régions riches du Nord et de Normandie. La Normandie reste orléaniste en 1848. Les républicains, eux, sont les élus des grandes villes, mais également du sud-est provençal et languedocien, ce qui est un peu plus surprenant, et du nord-est du Massif central, des départements comme la Loire, l'Allier, la Saône-et-Loire. Enfin, le Limousin, étudié par Alain Corbin, est une terre de républicanisme en 1848.
Les 4/5e, et ça me semble très intéressant, sont originaires du département qui les envoie à la Constituante. Et plus intéressant encore, les natifs des petites villes et des bourgs de la France rurale sont ultra majoritaires dans cette assemblée. Nous avons là un phénomène très rare, me semble-t-il, du scrutin de liste en France. Les cas de parachutage en 1848 sont rarissimes. Ils se comptent sur les doigts des 2 mains seulement. Alors, dernier temps de cette présentation, qu'est devenu le parlementaire 48A après son élection? Il a tout d'abord évolué politiquement au gré d'une année particulièrement agitée, à la suite de l'une des pages les plus tragiques, on peut le dire, de l'histoire de France contemporaine, l'insurrection populaire de juin 1848, bien plus sanglante encore, comme l'a montré mon ami Robert Thompson, que la Commune de 1871. Et pour les notables, pour les élites, pour les bourgeois, ce choc de juin 1848 a été profond et a entraîné, d'une certaine façon, une droitisation politique générale, sauf ceux qui étaient à l'extrême gauche et qui y sont restés. Pour mesurer cette évolution politique des individus, nous avons retenu les 30 votes les plus significatifs de la Constituante, allant de celui du 26 mai 1848 sur le bannissement de France de la famille d'Orléans à celui du 7 mai 1849 sur l'expédition de Rome. 30, c'est beaucoup plus que ce qu'avaient fait les études précédentes, et nous avons systématisé les choses. Alors, simplement, c'est vraiment là de la microchirurgie historique, et pour tout vous dire, je n'ai pas eu le temps pour ce colloque de mouliner tout ça, donc je ne vous dirai rien de ces votes et de l'évolution très fine à la suite de juin 48 de notre corpus politique. On retiendra simplement ici, en première approche, que beaucoup de ces parlementaires inexpérimentés ont été donc, comme je vous le disais, très déstabilisés, et qu'ils se jettent dans les bras du sauveur, à savoir le général Cavaignac, qui reçoit à la quasi-unanimité de la Chambre les pleins pouvoirs pour réprimer l'insurrection de juin 1848, et qui reçoit les félicitations de la Chambre à 2 reprises, une première fois fin juin et de nouveau en novembre 1848. Au moment de l'élection présidentielle au suffrage universel masculin, la première de notre histoire, en décembre 1848, plus de 500 parlementaires sur 880 se prononcent en faveur de sa candidature. Le deuxième dans leur cœur, mais qui finalement l'emportera, en recueille 10 fois moins. Louis-Napoléon Bonaparte, une petite cinquantaine seulement de parlementaires le soutiennent, malgré le soutien remarqué de la majorité du comité conservateur de la rue de Poitiers, et en particulier de l'une de ses têtes pensantes, Adolphe Thiers. Cependant, après la victoire de Louis-Napoléon, une partie d'entre eux se rallie par opportunisme ou par pragmatisme et constitue l'embryon de ce qu'on appellera en 1849 le parti du président ou le parti de l'Élysée. Les 48ards sont ensuite confrontés à un certain nombre d'événements politiques majeurs qui amènent leur sortie du jeu ou leur repositionnement. L'installation des pouvoirs constitutionnels, et en particulier l'élection en mai 1849 d'une assemblée législative de 750 membres, donc moins nombreuse que la constituante, est le premier de ces événements. La campagne est marquée par une très forte bipolarisation des milieux politiques et de l'électorat qui entraîne la déroute à peu près complète des républicains modérés, symbolisés par l'échec de Marrast, maire de Paris et président de l'Assemblée nationale, de Marie, qui avait été son prédécesseur à la tête de cette Assemblée nationale, et de Lamartine, le héros de février 1848. A l'inverse, ces élections marquent le triomphe des anciens partis, comme on les appelle à l'époque, les légitimistes et les orléanistes qui reviennent en force, mais aussi les excellents résultats des républicains les plus avancés, qui suivent le Dru-Rollin, les démoxoques, les montagnards, les rouges, comme on les appelle aussi à ce moment-là. L'insurrection du 13 mai conduite par le Dru-Rollin et ses amis démoxoques contre l'expédition de Rome et son échec marque l'élimination du Parlement, ils sont pourchassés, de ces premiers démoxoques de 1848, mais chose extrêmement intéressante, des complémentaires sont organisés, et ce sont d'autres démoxoques, d'autres rouges qui sont élus, accréditant la thèse d'un spectre rouge. Les rouges vont tout balayer lorsqu'il y aura une nouvelle élection présidentielle, et bien évidemment les conservateurs, bien évidemment le président, agitent pour faire peur dans le pays cette menace du spectre rouge. Le coup d'État du 2 décembre 1851, perpétré par Louis-Napoléon Bonaparte, le président, contre la législative et sa majorité monarchiste, les proscriptions et la recomposition politique qui le suivent constituent le troisième choc majeur. Ils entraînent l'abstention massive des constituants, sous le Second Empire. 76 seulement sont élus
députés sous le Second Empire, et la plupart d'entre eux sont des conservateurs. Enfin, le rétablissement de la République, après une longue absence de plus de 18 ans, marquée par l'élection en février 1871 d'une nouvelle Assemblée nationale constituante que connaît bien Jean et qui est aussi pléthorique que celle d'avril 1848, désignée elle aussi au scrutin de liste, marque le retour en revanche de 131 de ses constituants, pour la plupart les abstentionnistes que je viens de vous évoquer de l'Empire, qu'ils soient républicains ou qu'ils soient légitimistes. Cependant, la grande majorité des constituants 48A, entrés sur la scène politique avec la Deuxième République, en sont sortis immédiatement après, sont retournés dans leur pays d'origine, bien souvent pour y mourir. Alors, quelques mots de conclusion. Et pour finir, je voudrais le faire un peu comme j'avais commencé, donc boucler en quelque sorte la boucle. Réinsérons les constituants dans l'ensemble du personnel dirigeant 48A. Sur 1500 personnalités qui composent ce personnel politique tel que je l'ai défini en introduction, les constituants, je vous le disais, sont 924, soit une proportion très forte, 61,5%. Elle peut étonner, comme peut étonner aussi le nombre réduit de dirigeants. L'explication est double. Il faut d'abord peu de monde à l'époque pour diriger un pays aussi grand et aussi puissant soit-il comme la France, mais aussi, bien évidemment, et ça qui est intéressant, les recoupements entre les groupes qui composent cette élite de 1848 sont multiples et d'une ampleur rarement atteinte dans notre histoire politique, avant comme après ce moment. J'en veux pour preuve l'exemple du banquier Manceau Trouvé-Chauvel, autoproclamé administrateur provisoire de la République en Sarthe le 27 février 1848, reconnu commissaire du gouvernement pour le département le lendemain, devenu ensuite commissaire général pour 3 départements, la Sarthe, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le 20 mars, premier des 12 élus de la Sarthe à la Constituante le 23 avril, préfet de police le 17 mai, préfet de la Seine le 19 juillet, et enfin ministre des Finances jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. J'en veux aussi naturellement pour preuve le fait que tous les membres du gouvernement provisoire, je dis bien tous les membres du gouvernement provisoire, ont jugé nécessaire de se tremper dans le suffrage universel pour acquérir une légitimité, de se faire élire à la Constituante. Vous le voyez, la connaissance intime de cette Assemblée et de ses membres sont indispensables pour quiconque veut comprendre le pouvoir et ceux qui l'ont réellement exercé en 1848. Je vous remercie.